Les illuminations de Noël à Quimper. Ben oui, Yannick m'a dit on n'a pas fait le timer. Moi j'ai pas été à la maison. C'est demain. Demain on fait un timer. Demain on fait un timer. On prend rendez-vous, on fait un timer. Café timer. Bonsoir à tous, je m'appelle Pascal Le Bouedec, je suis guide conférencier à la Maison du Patrimoine, service municipal, ville d'art et d'histoire de Quimper. Laissez-moi vous présenter en une dizaine de minutes la façade de la cathédrale, illuminée ce soir, pour vous en donner les clés de lecture. Sur ce site, se sont succédés deux cathédrales romanes, puis au XIIIe siècle, on commence un nouveau chantier gothique, par la construction du chœur que nous connaissons actuellement. Ce dernier n'est pas encore totalement achevé, que commence la longue guerre de 100 ans. Le duché de Bretagne n'échappe pas au conflit. Quand le duc Jean III de Bretagne meurt, en 1341, il n'a pas d'héritier. Deux familles voisines apparentes au duc vont dès lors rivaliser pour s'emparer du trône ducal. Les Blois-Penthièvre, soutenus par le roi français, les Montfort, soutenus par le roi anglais. Plus de 20 ans de guerre civile pour toute la Bretagne, qui est mise à feu et à sang. Le chantier de la cathédrale de Quimper s'interrompt. De bataille en bataille, les Montfort s'emparent de la couronne ducale. En 1399, Jean V de Montfort est le nouveau duc. Il va régner jusqu'en 1442. C'est un très long règne. Pour mieux asseoir son pouvoir, le duc fait construire de nouveaux édifices et relance les chantiers arrêtés comme à Quimper. Le duc délègue son grand chambellan qui pose la première pierre de la façade en présence de l'évêque Bertrand de Rosmadel. La cérémonie est grandiose. Nous sommes le 26 juillet 1424, le jour de la fête de la Sainte-Anne, patronne des Bretons. La façade occidentale face à vous relève de l'esthétique nouvelle du gothique flamboyant. Le modèle de la façade quimperoise répond au modèle de tradition française, établi pour nombre de cathédrales, à savoir une façade harmonique en H, avec deux tours encadrant un massif central. Particularité quimperoise, un seul porche, au lieu de 3 habituellement, les deux autres étant à Quimper rejetés sur les côtés. Portail Sainte-Catherine côté Audet, porche des baptêmes côté Hôtel de Ville. Deux fenêtres à décor flamboyant, c'est-à-dire en forme de flamme, encadrent ce portail. Au-dessus du porche, deux grandes baies en plein cintre se superposent sous un pignon triangulaire. Partout, de gros contreforts appuient la construction.
coiffé d'innombrables pinacles qui accentuent de façon voulue l'élan vertical de l'ensemble. Un peu plus de 20 ans seront nécessaires à l'édification de la façade et des porches latéraux. Les tours et leur galerie supérieure sont achevées vers 1442. Elles culminent à 40 mètres de hauteur. Le porche est surmonté de 7 voussures, dont les 3 plus importantes portent des anges. Au-dessus du porche se dessine un grand gable, partie triangulaire qui coupe la balustrade ajourée. C'est dans ce gable, couronnant le portail, que s'étale, selon l'archiviste Le Maine, la plus belle page héraldique que le Moyen-Âge n'ait jamais gravée en Bretagne sur le granit de ses monuments. Je vous propose de vous en faire la lecture. Placez votre œil au centre de la partie triangulaire. Y trône de profil le lion des Montfort. Ce lion est assis sur ses pattes arrière. Il est coiffé d'un casque sommé de 2 cornes. Il tient de la patte gauche l'écu carré de Jean V et de la patte droite la hampe de la bannière de Bretagne, en haut de laquelle flotte un phylactère doré ou banderole qui porte la devise ou cri de guerre de ce duc, Malo au riche duc. En effet, le duc Jean V vient tout juste de récupérer Saint-Malo, un temps détenu par le roi français. Portez votre regard maintenant à droite du lion. C'est l'écusson en losange de Jeanne de France, épouse du duc Jean V. Elle est la fille du roi de France Charles VI et de la reine Isabeau de Bavière. Le blason est mi-partie d'hermine de Bretagne et fleur de lys. Il est soutenu par 2 colons. Le couple ducal a eu 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Les 3 autres écus sont uniquement ceux des 3 fils appelés à Rémy. À gauche du lion, le blason du fils aîné, François Ier de Bretagne. Dessous est celui de son frère cadet Pierre II, comte de Guingamp. Le 3e et dernier blason est celui de Gilles, fils rebelle, suspecté par ses frères d'être trop proche du roi anglais, et de ce fait, emprisonné puis éliminé. Il ne régnera jamais. Portez maintenant votre regard dans l'angle inférieur du triangle à gauche. Ce sont les armes de l'évêque Bertrand de Rosmadec. À l'angle opposé à droite est un écu couché du seigneur de Rosmadec, le père de l'évêque Bertrand. Mais ce n'est pas fini. Regardez de chaque côté du gable triangulaire. Sont représentées 4 grandes familles de la noblesse cornouaillesse, avec écus et cartouches portant leur devise. Levons maintenant nos yeux tout en haut de l'édifice, juste entre les 2 flèches. Le duc y a fait installer la statue du roi Gradelot. Le duc se plaît à rappeler le souvenir des rois bretons, ses ancêtres, qu'ils soient mythiques ou historiques. Pour Quimper, ce sera Gradelot, roi lointain d'Armorique, et surtout de Cornouailles, dont on dit qu'il serait fondateur de la ville de Quimper. La statue du roi Gradelot veillera sur les Quimpérois et leurs faits et gestes pendant près de 350 ans. Mais la Révolution arrive. Le 12 décembre 1793, jour de la fête de Saint-Corentin, la cathédrale est attaquée par les révolutionnaires. Les écussons des ducs sont bûchés, les statues cassées, les vitraux des parties basses de la cathédrale brisés, mobilier et tableaux religieux brûlés, la statue du roi Gradelot renversée. Elle se casse en 1000 morceaux sur le parvis, à vos pieds. Cet épisode douloureux a pour nom le grand brûlis des saints. Seule la statue de Saint-Titu est sauvée miraculeusement. Au cours du XIXe siècle, un regain d'intérêt se porte sur les cathédrales. Advient alors le temps des restaurations. C'est Joseph Bigot, architecte départemental et diocésain, qui est choisi pour redonner du lustre à la cathédrale. Il mène une longue campagne de restauration. Un projet de flèche, ébauché fin XVe siècle, n'avait pas été réalisé. L'architecte Bigot va s'en charger. Sa réalisation la plus spectaculaire est donc de coiffer les 2 grandes tours de la façade de 2 flèches de 36 mètres de hauteur, véritables dentelles de pierre, construites de 1854 à 1856. Elle remplace avantageusement 2 petits chapeaux coniques qui les précédaient. Monseigneur Graffran impose aux fidèles le sou de Saint-Corentin, consistant pour chaque famille du diocèse à donner un sou par an
pendant 5 ans pour financer les travaux. Tour et flèche culmine désormais à 76 mètres de hauteur. Je te tiens comme ça. Mais notre bon roi Gradon nous manque. On veut qu'il revienne. La Société archéologique et l'Association bretonne réunissent des fonds. L'artiste nantais Amédée Ménard propose une maquette. Le sculpteur lorientais Lebrun réalise une nouvelle statue équestre. Et le roi Gradon est réinstallé en octobre 1858. Il y est toujours, mais je crois qu'il s'impatiente. Joyeuses fêtes à tous. Voilà, c'était les illuminations de Noël à Quimper. Allez, viens la voir, Michel. Messieurs,